8h30 avec vous, Eva Soto, ce matin, Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Charlène, bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio. Bonjour. Les obsèques de Hassan Nasrallah aujourd'hui au Liban, ils ont lieu en milieu de journée au stade Camille Chamoun dans le sud de la capitale Beyrouth. En plus des 55 000 places du stade, 23 000 sièges ont été installés sur la pelouse. Le président Aoun, mais aussi de hauts responsables iraniens sont attendus sur place. Naïm Kassem, le successeur de Nasrallah, doit normalement prendre la parole. Stéphane Juffa, à qui s'adresse cette démonstration de force du Hezbollah? Près de 80 000 personnes attendues 5 mois après l'élimination d'Hassan Nasrallah. Je pense que vous avez tout à fait bien qualifié cela. C'est une démonstration de force du camp des battus, du camp des chiites. On aura ce midi toute la pègre chiite, des gens venus d'Irak, des gens venus du Yémen, mais bien sûr les Iraniens. Il y a 6 000 personnes qui sont venues de l'étranger à Beyrouth, dont le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Ils veulent montrer qu'ils sont pas défaits. Ils ont perdu la guerre en Syrie, donc le régime qui soutenait n'existe plus. Ils ont perdu la face au Liban, c'était le gouvernement de l'ombre. Et maintenant, ils sont dans l'opposition et ils sont acculés. C'est une mauvaise journée à passer pour le nouveau régime au Liban, mais c'est qu'une mauvaise journée. Et voilà, une démonstration de force de la part du front chiite. On a appris ce matin à l'instant qu'il y avait eu des frappes israéliennes sur le sud du Liban, juste avant justement ces funérailles de l'ex numéro 1 d'Hassan Nasrallah. Pourquoi ces frappes ? C'est pas spécifique à ce matin. Il y a eu aussi des frappes hier. Chaque fois que le Hezbollah tente d'utiliser un événement ou de rompre le cessez-le-feu, surtout en faisant venir des armes et des munitions d'où il le peut, principalement de Syrie, on est dans la mouvance du zéro patience. On essaie de pas faire les erreurs qu'on a fait auparavant à Tsahal. Et on frappe immédiatement. On voit un chef terroriste qui s'approche de la frontière, on frappe. On voit des armes qui sont en train de passer la frontière, on frappe. Et c'est indépendant de ce qui va se passer à 13h à Beyrouth. Qui dit Hezbollah dit aussi également Iran, puisque le Hezbollah est l'un des principaux mandataires de l'Iran dans la région. On sait qu'il va y avoir de hauts responsables iraniens, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Quelle importance revêt cette démonstration de force pour l'Iran dans la région? Mais pour montrer qu'il n'est pas mort, pour montrer que le régime survit. Le régime a de gros problèmes sur le plan domestique, avec sa population. Beaucoup de manifestations, très encouragées par les positions prises par le président américain Donald Trump et par la faiblesse du régime. En Iran, on sent très bien que le dispositif nucléaire, le projet nucléaire, les infrastructures sont à la merci des Israéliens puisqu'il n'y a plus de défense antiaérienne en Iran. Ça dépend seulement de la décision de Jérusalem et de la décision des États-Unis, surtout du point de vue logistique. Donc, l'opposition, qui est la majorité des Iraniens, est en éveil. C'est indispensable pour le régime de montrer qu'il est encore là, de montrer que ses alliés et ses vassaux, que ce soit au Yémen ou que ce soit en Irak ou au Liban, sont encore bien vivants et que le Hezbollah existe encore au Liban. C'est un leurre parce qu'ils n'existent plus vraiment, mais c'est la fonction des édiles de la théocratie chiite de faire passer ce message. On est là. Vous nous avez pas encore battus. On va continuer à représenter le chiisme politique. Stéphane Juffa, on dit démonstration de force. Est-ce que c'est aussi une démonstration de peur? Bien sûr. Bien sûr. Vous avez les formules justes aujourd'hui, Eva. J'aimerais le souligner. Oui, ils sont battus. Le Hezbollah, chaque fois qu'il essaie de lever la tête, notamment dans la province du Hermel, qui est dans le nord-est de la Syrie,
avec des tribus liées au Hezbollah qui essaient de perpétuer les différents trafics de drogue, d'armes, de personnes kidnappées, etc., ne parviennent pas à relever la tête. Puis il y a une sorte d'alliance sous-jacente, on en a parlé à la MENA, entre le nouveau régime et Israël. Ça ne se voit pas beaucoup, mais on a les mêmes ennemis et vous n'entendez pas parler de dissension ou certainement pas d'affrontement entre le nouveau régime syrien et Israël. Tout se passe de manière assez coordonnée en fait, et le Hezbollah est complètement acculé, c'est-à-dire que la Syrie, qui était aux mains de la famille Assad et des Iraniens, est coupée. Il y a plus de transfert d'armes depuis l'Iran par la Syrie. On peut pas faire la guerre sans armes, on peut pas faire la guerre sans argent. Donc ils sont bloqués de ce côté-là. Ils sont bloqués par le nouveau régime syrien. Ils sont acculés par les Israéliens. Ils ont peur. Ils sont ils risquent très fortement de se faire complètement éradiquer par cette pression, et particulièrement par les Israéliens. Stéphane Juffa, j'aimerais bien sûr aussi rapidement, mais c'est important, revenir avec vous sur cette décision de Binyamin Netanyahou et de son cabinet de sécurité de retarder la libération des 600 détenus palestiniens qui étaient prévus après celle des otages d'hier. Binyamin Netanyahou met en cause cette nouvelle mise en scène sordide hier lors de la libération des otages. Cette mise en scène, c'est deux otages, Guy Guilboa Dalal et Eviatar David, qui se trouvaient au moment de la libération dans des voitures, qui voyaient donc d'autres Israéliens, les otages d'hier, se faire libérer. Ils assistent à la scène en même temps, sont filmés par le Hamas et supplient le Premier ministre Binyamin Netanyahou de les libérer. Comment est-ce que vous interprétez cette nouvelle mise en scène ? C'est sordide. Il faut rien croire de cette mise en scène. On a vu un otage israélien libéré, un ex-otage, embrasser deux de ses gardiens, de ses tortionnaires. Et quand on sait les conditions dans lesquelles ils ont été maintenus, dans l'obscurité absolue pendant des mois, enchaînés des pieds et des mains, alors que c'était totalement inutile, ils étaient au fond d'un tunnel. Les tortionnaires en question qu'ils ont embrassés faisaient des festins devant eux, à qui on n'avait pas donné à manger depuis 4 jours, depuis 5 jours. Donc c'est absolument abominable. Mais il faut n'y accorder aucun crédit. C'est une mise en scène. Et les clients de la mise en scène, c'est nous, c'est ceux qui la regardons. Ce qui nous intéresse, c'est les déclarations qu'ils peuvent faire quand ils arrivent en Israël. Et les déclarations qui vont au compte-gouttes, on ne les brusque pas. Maintenant, au niveau de la décision du gouvernement israélien de ne pas libérer ces 600 terroristes emprisonnés en Israël, ce qu'il faut qu'on dise, d'abord, on est gêné. Quand on s'engage à quelque chose, en notre qualité d'analyse stratégique, pour un gouvernement, il faut tenir sa parole. On a signé l'accord de Doha, il faut le respecter. Même si le Hamas ne respecte pas la sienne, puisque c'est ce qu'il dit Binyamin Netanyahou et le cabinet de sécurité, ils disent ces mises en scène et puis ce qui s'est passé de terrible avec la famille Bibas. Chéri Bibas, c'était finalement pas son corps qui était dans le cercueil. Même si le Hamas fait ça, il faut tenir ses engagements. Pourquoi ? On a bien entendu 1000 raisons d'arrêter l'exécution de l'accord de Doha. 1000 raisons. Mais on a une raison, une seule, de continuer et d'encaisser ces jeux de force, de rapport de force du Hamas. C'est les 25 Israéliens, dont des soldats, qui restent à Gaza. C'est notre seule raison d'avoir signé cet accord. Donc, la relation entre l'assassinat à main nue de la famille Bibas et ces mises en scène et notre sujet d'importance, de focus,
qu'est la libération de ces 25 otages. Une minute après, c'est ce que nous disons du point de vue stratégique, une minute après, s'il plaît au gouvernement israélien de détruire jusqu'au dernier combattant du Hamas, on applaudira. C'est tout sauf nos amis, ce sont des assassins. Vous imaginez ce que ça signifie d'égorger à main nue un enfant d'une année? Il faut pas laisser le doute. On n'a pas d'état d'âme. Ce qui nous intéresse, c'est d'être logique avec nous-mêmes. On a une vision stratégique des choses. Il y a 25 Israéliens qui sont aux mains de ces barbares. Il faut d'abord les libérer, après on fait ce qu'on veut. Et ensuite, j'ajoute une dernière chose à ce propos, une dernière chose, Oui. Eva, qui est vraiment importante. Une différence entre frapper le Hamas aujourd'hui et le frapper une heure après la libération des derniers otages. Ça, c'est aussi un leurre. Rien n'y changera. La seule chose qui changera, c'est qu'avec ces jeux, ces retards, on met encore plus en danger la survie des otages et ça ne nous plaît pas du tout. On ne joue pas avec ce genre de choses quand on est responsable. Pourquoi Binyamin Netanyahou fait ça? Binyamin Netanyahou fait ça parce qu'il est sous pression de la part des deux factions édénistes de sa coalition, sans lesquelles il n'a pas de majorité à la Knesset, qui veulent absolument reprendre la guerre partout où c'est possible. Au Liban, maintenant avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec Gaza, parce que si on donne une clé à nos auditeurs téléspectateurs, c'est dans le chapitre 38, si je me rappelle, du livre d'Ézéchiel. Il faut, pour que le Messie arrive, que 70 nations Oula, c'est effectivement... attaquent. Ouais. Il faut... Allez-y. Oui, on a été coupé rapidement. Vous dites la phrase et on coupe, parce qu'on vous a pas entendu. Oui, je dis la phrase. Donc, dans cette vue édéniste, et ça vous fait rire, et moi aussi ça me fait rire, si je ne savais pas que c'est absolument la clé. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir des réflexions stratégiques comme on en a ce matin, je voulais livrer cette réflexion stratégique. Et notre seul intérêt, c'est libérer les 25 otages vivants restants. Une fois que c'est fait, on peut finir la bagarre avec le Hamas, c'est très bien. Mais le raisonnement du gouvernement actuel n'est pas stratégique, il est politico-religieux mystique. Il s'agit de hâter l'arrivée du Messie, et ça nous plaît pas du tout. C'est pas acceptable en 2025 dans la situation dans laquelle se trouve Israël. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J, donc directeur de la Metula News Agency. À bientôt sur Radio J.